parler du dernier sujet de cet après-midi technique. On voit toujours, oui, de ce webinaire technique qui porte en fait sur le sujet biodiversité, sur le projet Biodiversitel, qui est un projet qui s'est déroulé entre 2024 et 2025, dont l'objectif est d'améliorer la prise en compte de la biodiversité au niveau des sites de transformation laitière. Donc, c'est un projet qui a été coordonné et financé par le CNIEL, et Actalia est intervenu pour produire de la ressource pour améliorer la prise en compte de cette biodiversité auprès des entreprises laitières. Donc tout d'abord, je vais faire un petit point sur ce que c'est que la biodiversité, les notions importantes, l'état des lieux actuels, et ensuite je vais enchaîner sur la relation qu'elle a avec nos agrosystèmes et les risques qui sont encourus par ces agrosystèmes d'un effondrement de cette biodiversité. Donc tout d'abord, les notions importantes de biodiversité. Quand on parle de biodiversité et diversité, on raisonne souvent par défaut sur la diversité spécifique qui en fait représente le nombre d'espèces différentes sur un espace donné. Si je fais un parallèle avec une pièce de théâtre, eh bien, le nombre d'espèces, enfin les espèces, ce seraient les différents personnages. Pour se représenter un peu un ordre de grandeur du nombre d'espèces sur Terre, les êtres humains, nous sommes une espèce comprise dans 3500 espèces d'animaux, 240 000 espèces de plantes, 320 000 bactéries, et le podium revient aux coléoptères qui regroupent 2 490 000 espèces différentes. Donc si on devait se représenter ça toujours avec notre métaphore de la pièce de théâtre, il faudrait se rendre compte que 64% des personnages de nos pièces de théâtre, ce seraient des insectes. Donc ça représente quand même une grosse partie. Et pour enchaîner là-dessus, essayer de voir un peu le degré de connaissance qu'on a sur les coléoptères de France, je vais vous laisser quelques secondes pour prendre connaissance de la petite affichette à droite et essayer de voir si vous reconnaissez quelques coléoptères sur cette affichette qui sont des coléoptères connus en France. La coccinelle. Donc oui, Non? effectivement, il y a une coccinelle. Là, il y a La Rosalie alpine, le lucane, oui, il y en a tout un paquet. Mais j'ai été Je puni m'attendais parce pas à que ce qu'il y ait autant de réponses. en lycée agricole, il y a 30 ans, on les apprenait. Ah d'accord, bah, c'est intéressant. J'ai C'est été puni intéressant. avec ça. Et Donc en fait, j'en ai sacrifié quelques-uns avec une aiguille, ce que je regrette aujourd'hui. ah d'accord. Notamment toute la famille des Capricornes. Ok, d'accord. Je m'attendais pas à cette réponse. Toutefois, le message reste le même, c'est que malgré vos bonnes réponses, globalement, on n'en connaît pas plus de 2 ou 3, en tout cas sur cette affichette, sauf peut-être certains. Mais l'idée, c'est que globalement, la diversité, la biodiversité ne fait pas partie de nos exigibles culturels modernes, peut-être un peu plus avant, du coup, de ce que j'entends. Mais aujourd'hui, on la connaît finalement assez mal. Déjà que c'est quelque chose de très complexe, elle fait pas du tout partie des connaissances exigibles aujourd'hui, sauf évidemment spécialisation. Et donc, c'est difficile de protéger quelque chose quand on ne le connaît pas. Autre notion quand on aborde la diversité, donc j'ai parlé de la diversité spécifique qui représente le nombre d'espèces différentes. Une autre notion importante, c'est la notion d'abondance relative qui représente le nombre relatif d'individus par espèce, donc le nombre d'individus contenus dans une espèce. Par exemple, si je prends l'exemple de ces deux écosystèmes de poissons, à gauche, poisson vert et bleu, à droite, la même chose. Dans les deux cas, on a effectivement deux espèces, donc on a bien un nombre d'espèces différentes, donc une diversité spécifique identique qui est de 2. Mais par contre, l'abondance relative, qui est le nombre relatif d'individus par espèce, n'est pas la même. Dans un cas, à gauche, il y a un individu bleu pour 99 individus verts, et dans l'inverse, dans le second écosystème, il y a une impression un peu plus équilibrée, de meilleure diversité, parce qu'on a une diversité spécifique, mais on a aussi une abondance relative qui répartit mieux les individus, et donc on a une impression de diversité qui se dégage davantage de l'écosystème numéro 2. Donc on a abordé la diversité sous l'angle de la diversité spécifique, mais maintenant, si on regarde en termes de masse, de biomasse à la surface de la Terre, si on veut avoir quelques ordres de grandeur, eh bien il faudrait se dire que 0,3% de la scène de notre pièce de théâtre, en termes de masse, serait occupée par des animaux, donc ce serait vraiment minoritaire, tandis que pour 81% de cette surface, cet espace,
il serait occupé par des plantes, parce qu'il y a beaucoup d'espèces, et surtout, elles représentent une grosse masse. Et même les bactéries qu'on ne voit pas à l'œil nu sont tellement nombreuses, tellement diverses et représentent tellement d'individus qu'elles représenteraient quand même 13% de la biomasse à l'échelle du globe et 13% de l'espace occupé au niveau de notre scène du vivant. Et à titre d'exemple, les humains, le bétail aujourd'hui, pèsent 20 fois plus lourd que l'ensemble des mammifères sauvages. Il y a également la notion de diversité écosystémique, parce qu'on a une diversité d'espèces, mais on a aussi une diversité d'écosystèmes. Un écosystème, c'est quoi? C'est notre pièce de théâtre qui, en fait, va regrouper à la fois le décor de notre pièce de théâtre, qui est le biotope, donc en fait le milieu naturel et ses caractéristiques physico-chimiques qui entrent en interaction avec la biocénose, qui sont nos personnages en action, donc nos individus vivants, et l'ensemble forme les écosystèmes. Et ce qu'il faut se dire, c'est que même sur une surface relativement petite, même si l'île de la Réunion, c'est quand même un grand espace, comparativement à certains pays, c'est pas si grand que ça, et ne serait-ce qu'à l'échelle de cette île de la Réunion, on a 116 types d'habitats terrestres différents. Et en fait, ce qui va être intéressant aussi de regarder, ça va être la fonction des divers individus, des divers individus vivants dans notre théâtre, quelles fonctions ils vont avoir pendant tout le long de leur cycle de vie, parce qu'ils vont se reproduire, ils vont altérer la matière, ils vont la désagréger, ils vont avoir un rôle plus ou moins utile selon notre point de vue, mais ils vont tous avoir un impact et générer des effets sur ce qui les entoure, que ce soit les individus ou les milieux. Un autre aspect important quand on parle du vivant, c'est que le vivant, c'est un système dynamique, c'est-à-dire que son équilibre est permis par la vitesse. À l'image d'un vélo, on a une vitesse à maintenir, et si on passe en dessous d'une certaine vitesse, on s'effondre, et c'est la même chose pour la biodiversité. Dans cette diversité, il y a une idée d'équilibre, c'est-à-dire que la disparition des espèces est compensée par l'apparition de nouvelles espèces à un rythme équitable. Et il faut que les espèces évoluent suffisamment vite pour s'adapter aux évolutions des conditions de vie. Si par exemple, mon décor de ma pièce de théâtre, il évolue trop vite pour mes acteurs et que mes acteurs, ils n'ont pas le temps de s'adapter, eh bien, il y a un risque d'effondrement important lié à ce facteur-là. Et en fait, ce qui va conditionner cette vitesse, ça va être notre moteur, qui ici est la diversité génétique intraspécifique, qui permet de maintenir une diversité d'options et d'en générer de nouvelles. C'est-à-dire que le brassage génétique qu'il peut y avoir dans les populations d'êtres vivants va permettre de générer des individus différents et qui, pour certains, vont avoir les facultés de s'adapter à un environnement qui va évoluer plus ou moins vite à l'avenir. Et donc, en fait, la puissance de ce moteur, c'est une puissance d'un moteur génétique qui est conditionné par l'abondance des populations, donc le nombre d'individus, et le fait qu'elles soient connectées entre elles pour effectuer l'ensemble de leur cycle de vie, qu'il soit reproductif, alimentaire ou autre. Donc, en petit état des lieux de la biodiversité, sans surprise évidemment, les nouvelles ne sont pas très bonnes, puisque par exemple sur le graphique en haut à gauche qui représente la biomasse, donc là on est plutôt sur une idée de masse d'insectes en milieu rural cultivés en Allemagne, c'est une étude qui date de 2023, et bien elle démontre que entre 1995 et 2020, on a perdu jusqu'à 90% de la biomasse d'insectes à cet endroit-là, donc c'est quand même un ordre de grandeur qui fait réfléchir. Et également, si on s'intéresse à la notion d'espèce, donc là on parlait plutôt de biomasse, mais au niveau des espèces aussi, on commence à avoir depuis les années 1800-1900 sur le graphique à droite en fait, on est à un taux d'extinction qui est globalement plutôt bas, hein, même si il y a toujours eu des extinctions. En fait, ce qu'on voit, c'est depuis les années 1800 et 1900, on a une cassure, une rupture avec une augmentation très rapide du nombre d'espèces disparues. Et c'est principalement un des vecteurs qui va conditionner l'effondrement de la biodiversité. Donc un autre aspect également, j'en parlais tout à l'heure, l'abondance des populations. À l'échelle de l'Europe, donc la petite carte en bas à gauche, on a en moyenne une perte de 55% d'abondance des populations d'oiseaux des milieux ruraux en l'espace de 20 ans. Donc en fait, on a une biodiversité qui va être mise à mal sur sa diversité spécifique, sur sa quantité de biomasse et sur l'abondance de ces populations. Et pour se donner un ordre de grandeur d'idée, on freine actuellement 100 à 1000 fois plus fort que les précédentes extinctions de masse, qui étaient par exemple les dinosaures.
Donc les cinq causes majeures, elles ont été détaillées précédemment par mon collègue, donc je ne vais pas forcément rentrer en détail davantage dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces cinq causes majeures qui sont la destruction des habitats, l'artificialisation des sols, les pollutions, le dérèglement climatique et l'exploitation des ressources au-delà de leur capacité, ainsi que l'introduction et la prolifération d'espèces invasives, elles vont venir mettre à mal la puissance de notre moteur en agissant sur l'abondance des populations et la connexion de ces populations. Et maintenant, si je fais la relation avec nos agrosystèmes, et particulièrement sur les industries laitières, je vais aborder ça par le spectre des services écosystémiques. On parlait tout à l'heure de fonctions qui étaient remplies par ces êtres vivants. Eh bien, les services écosystémiques, c'est entre guillemets les services que ces êtres vivants nous rendent involontairement, mais qui en fait vont générer des services dont on va profiter derrière pour nos activités sans même parfois s'en rendre compte. Au niveau de l'industrie laitière, il y a de gros services qui nous sont rendus au niveau de la biodiversité, au niveau de la ressource en eau, que ce soit au niveau de son approvisionnement, donc de manière quantitative, la purification, donc là de manière qualitative, et de services de maintien du débit des eaux, donc tout ce qui va permettre d'avoir moins d'aléatoires dans la ressource. Et les projections ne sont pas spécialement optimistes au niveau de la mise à mal de ces services écosystémiques, puisque ça peut engendrer d'ici 10 ans un surcoût par personne de 215 € pour le traitement des eaux lié à la pollution par les engrais et les pesticides. Et à l'échelle de 10 ans, entre 2020 et 2030, on estime jusqu'à moins 10% de ressources en eau entre les étés 2030 et 2020. Donc voilà pour l'ensemble des services qui sont concernés. On a évidemment bien d'autres services écosystémiques qui sont remplis, que je vais pas détailler ici, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le bon fonctionnement des systèmes agricoles sur le long terme repose sur le maintien d'une grande diversité de services écosystémiques. Et on a déjà plein d'exemples qui montrent que c'est tout à fait vrai, comme par exemple dans la plaine des Sichuan, où l'utilisation à outrance des pesticides a conduit à la disparition des pollinisateurs. Eh bien, le service de pollinisation que rendaient les pollinisateurs doit maintenant être remplacé par de la main-d'œuvre. Donc, on imagine bien un surcoût très important pour les entreprises, pour au final des rendements moindres, puisque les graines et les fruits sont moins volumineux et de moindre qualité. En termes de risques et de cours, à court et à moyen long terme pour l'échelle d'une entreprise, eh bien, on y pense tout de suite, mais c'est la perte de capital économique, en tout cas à moyen long terme, puisque l'érosion des services écosystémiques augmente les coûts de production, mais aussi avec le changement climatique, les coûts d'assurance, les risques de rupture de stock dans un monde qui devient de plus en plus instable. À titre d'exemple, les économistes du Forum économique mondial de Davos estiment que les 3 risques majeurs de perte économique à l'échelle de 10 ans pour le secteur privé sont les événements climatiques extrêmes et les changements critiques dans les systèmes de régulation planétaire, ainsi que l'effondrement de la biodiversité et des écosystèmes. Donc parmi tous les risques possibles, géopolitiques, sociaux, etc., les 3 risques majeurs sont quand même des risques environnementaux, dont la perte de biodiversité. Et un autre chiffre qui nous provient de la Banque de France, elle estime qu'environ 42% de ces investissements sont dépendants de la biodiversité. Donc, on imagine bien les répercussions d'un tel effondrement. Et sur quoi aussi il faut aussi raisonner, c'est les autres capitaux dont dispose l'entreprise, pas seulement le capital économique, parce qu'en fait, ce capital économique, il dépend d'autres sous-capitaux qui sont, par exemple, le capital social avec sa masse salariale, son capital technique avec ses connaissances et compétences, mais aussi son capital symbolique qui va être tout ce qui est image de marque de l'entreprise. Et c'est principalement par ce capital-là que les initiatives vertueuses pour l'environnement sont actuellement valorisées par notre système de marché. Et donc, en fait, on sait tous, en fait, qu'il faut investir pour le vivant, mais il y a une sorte de dilemme socio-environnemental au niveau de l'investissement économique pour l'environnement, parce que on a des lois sociales qui montrent que l'optimisation de l'espérance individuelle éloigne de la solution optimale, c'est-à-dire que chacun va essayer de préserver le mieux pour son entreprise, pour son individu, mais à l'échelle collective, ça va être plus compliqué de s'assurer que tout le monde fasse les efforts nécessaires. Donc on a un peu ce dilemme-là, et si là on raisonne un peu avec des chiffres qui sont issus des économistes, avec des petits scénarios pour comparer ce que fait ma structure en termes d'investissement pour la biodiversité versus ce que font les autres et ce qui va se passer, eh bien on se rend compte que si par exemple moi j'investis avec ma structure selon les recommandations et j'investis 2% de mon chiffre d'affaires par an
pour préserver la biodiversité aujourd'hui, eh ben, je me retrouve moins compétitif vis-à-vis des autres qui n'auront pas fait cet investissement-là à court terme. Et malgré le fait que j'ai investi moi, comme collectivement, on n'a pas tous fait notre part du travail, eh bien, on se retrouve tous dans une société méconnaissable avec une perte de 50% du chiffre d'affaires par an. Alors que si tout le monde avait fait sa part du travail, entre guillemets, on aurait préservé notre chiffre d'affaires, on aurait effectivement peut-être subi des aléas, mais ça aurait été moindre. Mais c'est effectivement une question d'arriver à se concerter, à faire les actions ensemble pour arriver à la solution la plus optimale. Et donc, en fait, comment on résout ce dilemme socio-environnemental? Eh bien, ça passe par la mise en place de méta-règles et de normes qui soient restrictives individuellement et qui maximisent le profit global à long terme. Et en fait, l'idée principale des stratégies biodiversité aujourd'hui, ça va être de préserver ce capital technique à moyen long terme en modifiant les pratiques de production à travers de nouvelles normes, mais aussi en reconsidérant l'ensemble de nos capitaux qui ne sont pas forcément économiques, donc symboliques, techniques et sociaux, pour les faire évoluer dans le temps, pour permettre en fait d'être plus résilient, d'avoir un capital économique plus résilient à moyen long terme. Et donc, de manière un peu plus concrète, au niveau du projet exploratoire biodiversitel, au niveau des actes de travail, j'ai pas le temps de tous les détailler ici, mais il y a tout un travail qui a été fait sur bien d'autres sujets autour de ce que j'ai abordé aujourd'hui, donc sur les enjeux de biodiversité, les diversités de perception individuelle, tout un travail réglementaire de veille et un exercice d'anticipation législative sur le sujet biodiversité en entreprise, mais aussi d'autres principes comme les principes de coévolution, les stratégies normatives, les outils disponibles pour mesurer les impacts sur la biodiversité, les notions de comptabilité environnementale et aussi, très important, un sujet sur les maladaptations, les fausses bonnes idées et effets rebonds qu'on peut avoir à l'échelle de l'entreprise et comment agir de manière plus concrète à l'échelle soit d'un groupe ou d'un site industriel et quels sont des exemples concrets de choses qui ont été mises en place dans le cadre de ces stratégies biodiversité. Au niveau de ces stratégies biodiversité, de manière générale, il faut qu'elles soient structurantes et qu'elles soient vraiment mobilisent les parties prenantes que sont les équipes et la direction pour que l'ensemble des salariés et dirigeants se sentent vraiment impliqués pour vraiment que ce soit pas juste quelque chose d'annexe, mais quelque chose qui fasse vraiment partie de l'esprit d'entreprise et qui ensuite va... Après, les cibles sont vraiment très, très varié. C'est pas forcément que sur l'entreprise, ça va être sur la gestion des ressources comme l'eau, le foncier, limiter les émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie, agir aussi sur les emballages, les recettes, mais aussi les partenaires de l'ensemble de la chaîne de valeur, les institutions et le territoire. Au niveau de quelques initiatives concrètes, il y en a plein, plein, plein. Et ce que j'ai pas trop dit aussi, c'est que ça va vraiment dépendre du site, des ressources disponibles, de l'état actuel de la biodiversité initiale, de quelles ressources en termes d'espace on a à disposition. Donc on peut imaginer plein d'actions différentes qui soient à la fois dématérialisées ou bien sous forme de sensibilisation pour déjà s'acculturer au sujet biodiversité au niveau de l'entreprise. On peut aussi envisager de soutenir des projets sur la biodiversité, de faire en partenariat avec d'autres structures des inventaires faunistiques sur son site pour déjà s'acculturer au sujet et avoir la connaissance de la biodiversité de son site, voire même faire des partenariats avec certaines structures pour faire des inventaires, mais aussi des chantiers collaboratifs, des sensibilisations, voire même aussi installer des ruches sur site. Et là, attention, ça peut être un exemple de maladaptation si on fait juste l'action d'installer des ruches sur site sans même savoir si à proximité de la ruche, on a la nourriture nécessaire pour les pollinisateurs, parce que les pollinisateurs, après, vont venir avoir le gîte dans les ruches, mais pas, sans couvert. Donc, elles vont venir mourir dans les ruches. Donc, ça peut parfois être une mauvaise idée. Donc, c'est un exemple aussi de maladaptation si derrière, on ne pense pas à la quantité de nourriture disponible pour les pollinisateurs. Et un autre exemple aussi, qui est de plus en plus courant, c'est de remplacer la bonne vieille tondeuse à gazon par de l'éco-pâturage sur les espaces verts, qui présente ce double avantage de réduire les intrants, mais aussi les nuisances sonores et du coup les dépenses énergétiques. Donc voilà pour l'ensemble des thématiques de ce projet. Actuellement, le livrable final est en cours d'élaboration, condensé et mis en page par le CNIEL. Et si vous avez des questions sur ce projet ou sur les sujets qui gravitent autour, n'hésitez pas. Je vais conclure en
remerciant oui, donc, la région Nouvelle-Aquitaine pour le soutien dans la réalisation de ce webinaire.